Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être avec nous sur France Maghreb 2, le grand forum, votre émission où l'on parle vrai, ce n'est pas qu'un slogan ici tous les jours de 16h à 18h, avec pour cette dernière semaine du LGF, dernière semaine de l'année 2022, ça y est, on y est presque. Pour cette dernière semaine de l'année de 2022, eh bien plein de choses à évoquer aujourd'hui. Tiens, on va parler de tourisme un peu et on va parler du retour de l'Algérie avec la réouverture du Grand Sud algérien avec un vol inaugural il y a quelques jours entre Paris et Djennet directement. Et la destination Algérie de retour sur les catalogues de voyagistes. Ça, évidemment, ça va changer un petit peu la donne. On va voir un petit peu ce que ça peut donner avec nos débatteurs. Faut-il changer la loi de 1905 pour préserver les traditions, avec en fond, évidemment, les fameuses crèches qui posent question. On y reviendra, bien entendu. Et puis, à la suite de cette... ce qu'appellent les médias fusillade ou tuerie, eh bien, appelons-le quand même attentat terroriste. Eh bien, justement, pourquoi ne parle-t-on pas dans les médias d'attentat terrorisme? L'individu a été présenté devant un juge bien à la mi-journée. Il va dormir en prison ce soir. Il avait été d'ailleurs suspendu de sa garde à vue avec une mise en place en psychiatrie, puis ensuite revenu en garde à vue. On en connaît un peu plus sur l'affaire et sur le profil du monsieur William Mallet. On y reviendra tout à l'heure sur France Maghreb 2. Sans oublier Mam, la belle histoire, qui sera avec nous pour la belle histoire des génériques, avec une semaine consacré spécial, il nous en dira tout à l'heure davantage et puis il écoutera cette émission avec nous à distance pour nous en faire un résumé de cette dernière. En fin d'émission, c'est parti pour le LGF, je vous en souhaite la bienvenue. Exprimez-vous librement dans l'émission quotidienne Le Grand Forum, tous les jours, du lundi au vendredi, de 16h à 18h, Christophe Fro et ses chroniqueurs vous donnent la parole. France Maghreb 2, la radio du vivre ensemble. Alors, pour ce plateau extrêmement garni, pour ce premier jour de la semaine, en ce lundi 26 décembre, et une nouvelle fois, tous nos vœux de Noël et de Hanouka, pour les chrétiens et pour les juifs. C'est la 8e bougie, je crois, aujourd'hui pour les juifs, donc joyeuse Hanouka à tous. Spine Tefour, journaliste, est avec nous. Salut mon Spine. Salut Christophe, merci. Je souhaite donc comme toi, donc joyeux Noël à tout le monde. Et bonne fête d'année et puis joyeux Hanouka aussi pour nos concitoyens juifs aussi. Effectivement, notre syndicaliste, SNCF, CGTiste, monsieur Jimmy Dalidou, comment ça va mon Jimmy? Bonjour à tous, ça va, bonne fête à tous. Ouais, ça va, t'es en grève ou t'es en vacances, on sait plus trop là? Non, là je suis en congé là. Ah, d'accord. Jusqu'à la semaine prochaine. Ah, bon bah c'est bien. Alors, c'est cool, ma force de travail est au repos. ça tombe bien, on va voir si ça va continuer. Gamal Abina, fondateur du MDC, comment ça va Gamal? Ça va très bien, j'espère que tout le monde va bien aussi. Oui, impeccable. Joyeuse fête à tout le monde, comme bien entendu. Ouais. Et profitez bien de ce petit répit de fiesta. Eh ben, c'est super cool. Tarek Mami, journaliste, est avec nous aujourd'hui. Tarek, bonjour. Bonjour, tout va bien puisque vous ne me posez pas la question. Par contre, moi j'ai assisté à l'allumage de la Hanouka en direct à Paris, du côté de la place Hanouka. Allumage en direct. Alors il y avait de la musique, il y avait de la distribution café, thé, beignets à 20h. Et puis tout le monde avait l'air d'être heureux, donc j'ai pris un thé. J'ai pris quelques images et je suis rentré chez moi. Monsieur Nasser Lagili est également avec nous, militant sur France Maghreb 2. Il y a du monde aujourd'hui. Bonjour mon Nasser, comment ça va? Ça va très bien, Christophe, impeccable. Bon, c'est bien. Il est venu d'ailleurs avec Nasser Lagili Junior aussi, qu'on salue, à qui on fait un gros bisou. La relève est assurée chez les Lagili, évidemment. Bon, messieurs, on commence par quelques petits clins d'œil. Tiens, un bon anniversaire à celui qui a été notre gardien de but pour l'équipe de France, Hugo Lloris, qui est né à Nice d'ailleurs en 1986. Voilà, donc Hugo Lloris. Bon anniversaire à lui, même si on sait qu'il a quand même été parmi ceux qui ont mis un peu le bazar pour pas que Benzema puisse venir. Mais bon. Ah ouais, c'est ce que j'allais dire. Ah, on n'oublie pas, On n'oublie pas, ça c'est sûr. Ah oui, Ça, on l'oublie pas, non? C'était un détail que j'ignorais. Ah non, on ne le dit pas. Hugo Lloris et Griezmann notamment. Donc c'est un complot, on va dire. Je sais pas. Ah, en tout cas, tiens. Il y avait trois joueurs. Trois joueurs, donc de mémoire, Christophe Fro, Griezmann et Griezmann, Giroud et Lloris. Alors Giroud, non, pas vraiment, mais c'est surtout Griezmann et Lloris qui ont essayé de mettre pression auprès du sélectionneur. Et puis le sélectionneur, qui apparemment est perdu, il était dans son match. Et manifestement, beaucoup de cadres de la fédération là-haut, qui eux ne voulaient pas de Zema, parce qu'il aurait une trop grande personnalité. Et que, pour parler en français correct, il perturberait
la quiétude de tous les autres parce qu'il s'impose à tous. Voilà. Bon anniversaire aussi à quelqu'un qui a fait son dernier combat à Paris en MMA, monsieur Jérôme Le Banner, vous connaissez certainement. oui, il est né bien, en à plus. Oise. Monsieur le bonheur. Et j'ai vu son dernier combat d'ailleurs Un à grand champion, Paris, Christophe. au Cirque d'Hiver. Et même en ayant un problème au genou, il a quand même réussi à gagner au deuxième round. C'était magnifique. Voilà. Et puis tiens, en 2017, messieurs, au Libéria, vous vous souvenez certainement que l'ancien footballeur George Weah Oui. est élu Devenu président Ouais. de la République. Voilà. Et Et puis en Est-ce 2000, que c'est son fils qui joue aux Oui, États-Unis, c'est son fils. qui joue avec l'équipe nationale américaine? et puis en 2000, c'est Michel Platini, ancien footballeur, qui est désigné meilleur joueur du siècle. C'est quand même pas rien. 2000. Voilà. Et puis pour terminer, évidemment, vous en souvenez Devant Pelé. certainement. Du siècle. Le 26 décembre 1994, messieurs, la prise d'otage de GIGN qui prend d'assaut donc l'avion A330 à Marseille avec à son bord plus de 230 passagers en provenance d'Alger. 4 terroristes sont tués, abattus. Le GIGN, pour le coup, avait fait un travail exceptionnel ce jour-là, puisque l'avion était plein de passagers et les 4 terroristes ont pu être neutralisés. Voilà, sacré boulot. En tout cas, vous vous en souvenez tous de ce qui s'est passé sûr. le 26 Comment, décembre 1994. Ouais. Monsieur Smaïn. Oui, tout à fait. À l'époque, je vivais en Algérie, Christophe, en 94. D'autant plus que j'étais journaliste là-bas. Et j'étais, pour vous dire, je vous l'apprends donc en direct, j'étais menacé quasiment. C'est la raison pour laquelle je me retrouve aujourd'hui en France. Ah oui. Ah bah oui, j'ai été menacé carrément. C'est compliqué. Ouais, Ah oui. ouais, tout à fait, directement même. J'étais jeune, j'avais 14 ans, mais les images étaient particulièrement impressionnantes. Ouais. Ah, on s'en souvient Ah tous. oui, ça, surtout quand on est gamin. Qui s'en souvient pas? Bah oui. Il y avait un grand chanteur algérien dans le but. Grand, c'est un grand Mehdi, diamant, moi. Farhat Grand Mehdi. chanteur, Farhat c'est gentil, Mehdi. hein. Vous voulez parler de Farhat Mehdi Mehdi, À ouais. l'époque, Ah oui. Un à chanteur. l'époque, il était un grand chanteur. Il n'avait pas encore Ouais, un chanteur pris local, des on va positions. dire, Oui, pas pas- national. pas un grand chanteur, un Local, chanteur. hein, pas un grand chanteur. Non, Là, c'est pas- vous il est l'affirmez pas reconnu. À l'époque, Non, à l'époque, il était pas reconnu en ne convient Algérie. pas, hein, je ne crois Ah, pas. non, hein. non, du tout. Si c'est un je suis passionné, désolé, si c'est un monsieur passionné, c'est un Tarek. grand Mais- chanteur. Même en Kabylie, il n'était pas hyper coté. Hein. Non, pas vraiment. Bon, c'était le chantre de la cause kabyle. Oui, mais c'est pas lui qui avait beaucoup c'était- plus d'agressivité, lui, Mato Bleulet. Bien sûr, Matou Bleulet, c'est plus connu que C'est lui. connu pour. Hmm. Bah, vous me parlez de. Mato Bleulet, Idir, c'était une légende. il y a- Oui, Ah oui, c'est comparable. oui, légende, mais sauf Ah oui. qu'il avait chanté quand même des chansons Oui, qui étaient d'accord. quasiment Mais en termes de contre notoriété. les Arabes et Donc- pas contre le régime. donc, C'est ça le problème. donc Le vous problème acceptez réside là. pour l'un légende, vous acceptez pas grand chanteur pour l'autre. Je me tais. Non, en Algérie, il n'était pas très coté. On l'a su même très tard, Non finalement. mais, ces non, chanteurs. mais pour rétablir une certaine vérité, Farhat Mehdi était un chanteur à l'époque, effectivement, qui était parmi les grands chanteurs kabyles. Oui, Voilà. Kabyle, Et par qui exemple. Kabyle, après- voilà, c'est bien dit. Qui là. après, Voilà. effectivement, a pris des positions Radicales. radicales, Détendez-vous. jusqu'à maintenant, où d'ailleurs il est sous le coup, je crois, d'un avis de recherche, d'un avis de. Un mandat Un international. mandat Vous savez, international, quand exactement. il s'est agi de Polanski, le grand émetteur, le grand Metteur en metteur en scène, Metteur en scène. par ailleurs, qui est Mais ce que là, vous pas savez, l'artiste. eh ben, beaucoup de personnes en France, ils ont dit qu'il faut toujours séparer l'homme de son œuvre. Lorsqu'on va séparer Mehdi de son œuvre, Mais non, c'est pas ce qu'on dit. On dit que Mehdi, il est connu en local, c'est tout. En Algérie, personne ne le connaissait. Tarek, il lâche pas Non, il prise. veut, hein. mais clairement, Il l'Algérie. lâche pas prise, Tarek. Mehdi hein. était inconnu en Algérie. Il y a qu'en Kabylie qu'il Non, est mais connu. bon, on va dire que sur le Ouais, plan de toute façon, régional, il était vous savez connu. quoi On s'en fout. Non, mais c'est Très bien. une preuve En tout absolue. cas, il était dans l'avion. Même il dans était l'avion, il- personne il n'en était parlait. sauvé. Il était dans l'avion. Et voilà. personne n'en a parlé. Alors par contre, ce que je On sais, a c'est que parlé dans de l'avion, chanteur, ça a fait tout un non, débat. il était dans l'avion et il était caché, Oui, il était caché. parce qu'il avait peur On reconnaît que ça. les preneurs d'otages le reconnaissent comme chanteur kabilo, je sais pas quoi. C'est dire à quel point il n'était pas connu. hein. Voilà. Et donc, Le terroriste ne connaissait même pas. Même la télévision française n'a Ah. pas parlé. Bah oui. Mato Bleulet, par contre, lui, il a Oui, été oui. kidnappé à l'époque. Je ne sais pas si vous vous rappelez. 88. Bien sûr, bien sûr. Ouais, on s'en donc souvient. il a été kidnappé parce que 88. lui, c'était quand Ouais, même 94, je un crois. chanteur qui était carrément connu. Ça allait Oui, même clairement. au-delà de la Kabylie, Ah hein, il faut le reconnaître. hein. Ah oui. Bah, évidemment. Bien qu'on Lui, ne il soit était pas connu, d'accord il avec était ses reçu idées. par, Ouais. vous vous souvenez, Anne Sinclair. dans À 7 sur Sinclair, 7. Voilà. quand il avait dit en face de Villiers, le raciste, il avait dit qu'il n'était pas arabe en attendant de lui qu'il le félicite. et puis il a eu droit à une grande émission sur France 3, où il a reçu l'équipe de France 3 chez lui, autour d'une belle cheminée, Tout à fait. en Oui, tout à Kabylie, fait, oui. et en expliquant que le plat qu'il va la représenter, c'est du porc, parce que lui, ses histoires, ça ne le concerne pas. Oui. Ouais, je me rappelle ça. Ouais, Bon, c'est chaud, alors ça. messieurs, dans un instant, puisque vous parlez d'Algérie, on va y rester. On va parler de tourisme, puisqu'on s'aperçoit, on a lu, et on est en train de voir que l'Algérie est un pays très longtemps absente du tourisme, et il semble que les donnes changent.
puisqu'on parle de la réouverture du Grand Sud. Il y a à peu près plus de 12 ans qu'il n'y avait pas eu de vol entre Paris et Janet. Et bien voici que ce vol a eu lieu il y a quelques jours. Et on voit d'ailleurs la destination Algérie, et plus particulièrement du côté de Ardaya, de Janet et tout le côté Sahara et le sud algérien revient dans les catalogues voyagistes. Est-ce que c'est de bon augure? On en reparle avec vous dans un instant sur France Maghreb 2. Ne bougez pas, restez avec nous. Restez avec nous, le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Le Grand Forum, merci d'être avec nous, avec vos appels évidemment pour cette dernière semaine. 01 40 33 9000. Vous pouvez nous appeler à n'importe quel moment dans cette émission, avec aujourd'hui à mes côtés Smaïn Tefour, journaliste, avec Jimmy Dalidou, syndicaliste CGT, auteur, analyste politique, avec Gamal Abina, fondateur du MDC, Nasser Lajili, militant, Tarek Mami, journaliste, et Mam aussi, la belle histoire qui est avec nous à distance. Salut Mam. Bonjour à toutes et à tous. Comment ça va Mam, la belle histoire tout à l'heure? La belle histoire des génériques sera consacrée à quoi? Alors, la belle histoire des génériques, toute cette semaine va être consacrée au demi-siècle d'existence de la troisième chaîne de télévision, en l'occurrence France 3 aujourd'hui, mais ça ne s'est pas toujours appelé comme ça, comme vous le savez, puisque ça s'est appelé FR3, puis la troisième chaîne de l'ORTF, et à l'occasion donc de ce 50e anniversaire, le 31 décembre 1972 déjà, eh bien, nous allons compter l'histoire des génériques qui ont compté dans l'histoire de France 3. Ah oui, et j'en connais un que tu évoqueras évidemment certainement tout à l'heure. Une des grandes émissions, c'était le rendez-vous du vendredi soir de Georges Pernou, que j'ai eu l'occasion d'ailleurs de recevoir ici sur France Maghreb 2, Thalassa, notamment le magazine de la mer, bien sûr. Puis il y a eu d'autres grandes émissions sur France 3. Alors, bien sûr, Mam va écouter, comme d'habitude, cette émission pour nous en faire un résumé tout à l'heure à sa manière, et personne ne sera épargné. Soyez-en sûrs. Alors, on va parler un peu de tourisme, messieurs, puisqu'on lit, ça y est, que l'Algérie est de retour dans le tourisme, en matière de tourisme, avec la réouverture du Grand Sud algérien. Est-ce que d'abord, première question, quelqu'un autour de cette table a eu l'occasion d'aller faire un tour dans le Grand Sud algérien, dans le désert algérien? Si oui... Il lève le doigt. Il lève le doigt, voilà. C'est moi. J'étais aux portes... Moi, j'y étais. Non, au port du Sahara, la ville de Djelfa, qui ressemble de très près, au plan pittoresque, à peu près à l'Arizona, on va dire. Ouais. Bon, moi, j'ai dépassé un peu Djelfa, j'ai fait Djelfa. J'ai fait Djelfa, j'ai fait Gardaya, j'ai fait Timimoun, j'ai fait cette région-là. C'est magnifique. J'ai fait le sud algérien, le désert algérien. Je peux pas dire que je connais comme le reste de l'Algérie, mais j'ai été une fois. Petite information pour Gardaya, ça a été... Gardaya, j'y étais 4 fois. Eh bien, c'est la ville qui avait inspiré le grand architecte français, que tout le monde connaît, j'espère, Le Corbusier. Et Gardaya, c'est la ville de naissance et d'enterrement de notre ami Ibrahim Hasmaï, cofondateur de la radio avec moi. Et donc j'y étais à ce titre plusieurs fois. Et c'est une ville à part dans l'architecture. Avec le fort, ça c'est magnifique. Oui, vous parlez de quelle ville? Gardaya. Gardaya, d'accord. Après, je parlerai des autres. Mais j'ai eu la chance, moi, de visiter le sud de l'Algérie, de la Tunisie et du Maroc. Donc, alors, je suis un vrai saharien. Le retour de l'Algérie, et en particulier de cette région, est de retour dans les catalogues des voyagistes qui se battent d'ailleurs pour essayer de se faire une place sur place. On a développé véritablement, Gamal Abina, des véritables infrastructures là-bas sur place, et on voit que les autorités algériennes ont mis le paquet justement pour que le tourisme revienne, avec notamment ce vol inaugural. Je crois que ça faisait 12 ans à peu près qu'il n'y avait pas eu de vol direct entre Paris et Janet. Et vous savez quelle est la tradition lorsqu'un avion d'Air Algérie se pose à Janet? Alors, c'est pas les dates? Non, absolument pas. C'est les pompiers du coin qui arrosent l'avion, qui arrosent l'avion d'eau. Voilà, c'est une tradition. C'est super beau. C'est super beau à voir, effectivement. Est-ce que c'est de bonne augure, Gamal Abina, le retour de l'Algérie sur la scène touristique? Alors, il faut savoir qu'il y a à peu près une dizaine d'années, une délégation tunisienne s'était rendue en Algérie pour évaluer le potentiel touristique du pays, puisqu'il y avait des échanges déjà dans ce sens-là. Et ils ont dit que si jamais l'Algérie sévit au tourisme, ce serait non seulement un concurrent extrêmement sérieux pour l'Afrique du Nord, Tunisie, Maroc inclus, et surtout ce serait une énorme destination parce que, on se souvient du documentaire qui avait été fait par Yann Arthus-Bertrand. Oui, l'Algérie vue du ciel. Voilà, c'est un pays qui fait rêver. Alors Janet, c'est la perle du désert, c'est une des plus belles destinations algériennes. On est reçus comme des rois, ça fait rêver littéralement. J'ai envie de dire, en empruntant le vocabulaire de Canal Algérie, c'est féerique.
Et donc, c'est vrai que d'ouvrir Janet à nouveau, enfin, au tourisme, j'ai déjà un copain qui proposait cette destination, vous devez peut-être le connaître, la PCM, si je me souviens bien. C'est une destination qui fait rêver, qui vaut le coup, qui est très familiale, qui fait vraiment... En hiver, il n'y a pas mieux. Vous vous retrouvez dans un autre univers, c'est vraiment un monde à part. Ah, il y en a même qui disent que quand on a vu cette région du monde, qui est peut-être probablement l'une des plus belles, voilà. D'ailleurs, il y a il y a un YouTuber qu'on avait reçu ici qui s'appelle Ben Co, qui est en ce moment justement dans cette région d'Algérie. Et les paysages qu'il montre sur son Instagram et sur YouTube sont absolument magnifiques. Smaïn Tefour, oui, le sud algérien, le retour du grand sud algérien dans les catalogues de voyagistes du monde entier. Bah écoute, ça augure vraiment, on va dire que c'est une bonne chose pour le pays, pour l'Algérie. Dès lors où l'Algérie, à un moment donné, a été quasiment absente justement des circuits touristiques, ne serait-ce que par rapport à la décennie noire. Il faut savoir que le sud algérien a toujours été convoité par donc les grands opérateurs du tourisme. Et ma foi, aujourd'hui, si il y a une ouverture ou s'il y a eu ce vol inaugural, ça dénote, on va dire, d'un retour à la stabilité totale en Algérie. Le terrorisme est quasiment vaincu. Et aujourd'hui, il faut compter sur justement, on va dire, sur cette industrie, parce que le tourisme est une industrie à part entière, qui va donc générer pas mal d'argent, parce qu'il est question d'argent. Donc, quand on parle d'argent, c'est toujours le cas. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Et puis, allons-y, enfin, dans cette direction, quoi. Nasser Lajili qui a plusieurs casquettes à son arc. Je sais qu'il a fait un petit tour aussi dans le tourisme. À un moment de sa vie, le sud algérien de retour dans les catalogues de voyagistes, mon cher Nasser, c'est une bonne chose. Alors, je pense que c'est une très bonne chose pour l'Algérie déjà en premier et pour les Algériens, parce que je pense que l'Algérie est un grand pays avec des paysages extraordinaires. Donc ça que moi j'ai pu le vivre en direct. Mais après je suis pas parti dans le sud, mais j'ai aperçu et j'ai vu que l'Algérie avait un potentiel énorme sur le tourisme. Et je pense qu'elle fait 6 fois la France d'ailleurs, l'Algérie. 5 fois. 4 fois et demi. 2 millions 381 000 carrés. J'ai fait l'erreur de dire 4 fois. J'ai fait l'erreur de dire 6 fois. On va dire 7, allez. On va dire 5 fois. Disons 10. Est-ce que vous savez que c'est le pays le plus grand d'Afrique ? Après le morcellement du Soudan. Bien sûr. Et le plus grand du monde arabe. Donc, je considère on l'appelle un pays continent. C'est une très bonne chose. Après, quelles sont les conditions pour rentrer en Algérie ? Parce que le tourisme aussi, c'est. Voilà qui pose une bonne question. C'est une très bonne question. Très bonne question à propos des visas, par exemple. Absolument. Ou effectivement, alors. Chose que je ne sais, pour aller au Maroc et en Tunisie, messieurs, est-ce qu'il faut être muni de son passeport obligatoirement ou une carte d'identité ? Carte d'identité, Christophe. Apparemment, carte d'identité pour la Tunisie et pour le Maroc. Absolument. Pour la Tunisie, officiellement, quand on est dans un groupe de touristes, pas tout seul. Voilà. C'est ça qu'on fait la différence. Par contre, si vous partez tout seul, il faut le passeport. Voilà. Par contre, au Maroc, il y a une tolérance qu'avec la carte d'identité, vous pouvez passer alors que vous êtes tout seul. Il y a des tolérances. Si tu utilises le passeport, pas besoin de carte d'identité, je crois. Non. C'est l'un ou l'autre. Et pour le Maroc, ils ont une spécificité policière, politique, c'est que quand vous rentrez la première fois au Maroc, vous êtes enregistré avec un numéro de code comme un numéro national, et quand vous revenez les autres fois, quel que soit le passeport ou la pièce d'identité avec laquelle vous rentrez, vous êtes identifié avec ce numéro, et donc si vous êtes rentré par exemple la première fois un passeport, vous pouvez venir avec la carte d'identité. Et ils vous posent toujours la même question, quelle origine vous venez ? Non, quand ils ont cette information dans l'ordinateur, ils la posent pas. Non, ils la posent tout le temps, systématiquement. Parce que vous appelez Gamal. En Tunisie, par contre, quand vous êtes seul, c'est un passeport. Quand vous êtes dans un groupe à partir, je crois, de 8-10 personnes pour un séjour touristique, la carte d'identité suffit parce que vous passez tous ensemble. Alors, c'est une bonne question que pose Nasser. Tiens, Gamal, par exemple, je sais que Jimmy, je t'ai pas encore entendu, mais par rapport justement aux conditions d'entrée sur le territoire algérien, est-ce qu'il va falloir trouver peut-être des facilités si vous voulez faire venir les touristes, quand même, de payer un visa à 80 balles ou 100 balles, ça peut peut-être faire réfléchir des gens, quoi. Alors la problématique, c'est que l'Algérie a une politique très souvent et un peu trop souvent de rétention et de représailles. La France a imposé les visas. Absolument, j'allais le dire. Réciprocité, on s'en revient même. Dans tous les cas de figure, la France a imposé les visas dans les années 80, en 86. L'Algérie a très mal vécu cela.
Et en contrepartie, ils ont imposé aussi à leur tour des visas. Il y a eu un renforcement des visas par rapport au contrôle du nombre de visas distribués. Les Algériens ont réduit le nombre de visas. La problématique qui se pose, c'est peut-on faire du tourisme si on est obligé d'attendre 2 mois pour avoir un visa? C'est très compliqué. Il y a les délais, il est vrai, ouais. Délai, oui. Il y a les délais, ouais. Et 2 mois minimum, ça va de 2 à 6 mois si c'est pour les questions d'affaires. Donc beaucoup d'Algériens ont un problème par rapport à ça parce qu'ils ont soit pas la nationalité ou simplement parce qu'ils veulent faire venir des coopérants étrangers qui ne peuvent pas obtenir de visa s'ils sont français par exemple. Donc cette question doit être observée avec beaucoup d'attention, elle doit être réglée parce que la question touristique algérienne ne sera pas un tourisme de masse, on le sait déjà. L'Algérie n'a pas une culture de tourisme de masse. Par contre, un tourisme de classe, un tourisme de qualité, ça, l'Algérie peut le revendiquer. Oui, tout à fait. Oui, mais il faut adapter cela. Est-ce qu'il peut poser problème, pas poser problème entre guillemets, faire concurrence peut-être aux pays voisins, par exemple? En termes de volume, oui. Oui. En termes de volume, oui, mais par contre, en termes d'accueil, infrastructurel, pour l'instant, l'Algérie a des décors magnifiques, mais n'a pas encore les infrastructures pour recevoir un tourisme de masse. Non, ces 10 dernières années, justement, l'Algérie a carrément investi justement dans le domaine. Oui, non, ils ont tout à fait. Ça reste très limité. C'est pas limité, Gamal. Il faut voir ce qui a été fait. Ah non, il y a beaucoup de choses qui ont été. Dans cette partie-là, puisqu'on parle uniquement du grand sud algérien. Non, c'est le démarrage. Je vous dis que ça reste pas. Je compare, il faut comparer. Par rapport à l'Algérie, on part de 0. Donc évidemment, quand on a x10 en termes de capacité hôtelière, c'est extraordinaire. Par rapport au Maroc et la Tunisie, qui ont une vraie tradition depuis 40 ans, 50 ans de tourisme, où ils accueillent respectivement entre 6 et 10 millions pour le Maroc de tourisme. Là, il y a une vraie tradition, une vraie infrastructure, tout est en place. Donc c'est vrai que l'Algérie a beaucoup de choses à rattraper. Non, mais c'est un autre type de voyage que propose l'Algérie. Ah, clairement, c'est un tourisme d'élite. Voilà. Christophe, c'est pas du farniente, dans l'hôtel, piscine, etc. C'est pas vraiment le truc. Le tourisme du désert algérien, il a tout le temps existé, Christophe. De quoi Non, je disais que c'est pas que en Algérie qu'on a le tourisme, on va dire traditionnel du pays, etc. Même en Tunisie, si vous allez dans le sud, vous allez vite le retrouver. Ouais, enfin, excuse-moi, mais nous, c'est l'image qu'on a donnée du Maroc et de la Tunisie. Pardon, c'est quand même les hôtels, c'est la mer, c'est la. Mais Jimmy n'est pas d'accord. Pas tout le temps. Si tu vas dans le sud et dans le désert, je pense pas. C'est un angle important, effectivement. Oui, vas-y, Jimmy, prends la parole. C'est surtout que, oui, effectivement, je pense qu'indépendamment du facteur économique, oui, c'est très bien pour l'Algérie et le peuple algérien. Mais il y a deux choses. Il faut que, oui, effectivement, l'argent qui va rentrer en Algérie soit bien réparti, déjà la première chose. Que les Algériens en profitent. Et ensuite, le deuxième élément. Comment ? Est-ce que tu poses la même question aux autres pays? Parce que moi, je non, mais à tous les niveaux, c'est pas seulement. Non, mais c'est surtout le deuxième facteur. Je crois que c'est très bien aussi parce que ça va permettre de renforcer les rapports entre le peuple algérien et les autres peuples du reste du monde. Donc, ça, c'est des nouveaux rapports qui vont pas se construire parce que le rapport est déjà assez. Ce sont des peuples qui s'aiment déjà à la base. On est intrinsèquement liés. Mais je crois que ce sont des nouveaux rapports à renforcer indépendamment de l'image que renvoient certains médias, etc. Mieux se connaître. Voilà, on va apprendre à mieux se connaître. Et c'est surtout un nouveau rapport. Voilà, donc c'est ça. Moi, ce que je vois, c'est surtout ça, indépendamment du facteur économique. Alors, Tarek Mahoui, vous qui avez eu l'occasion d'aller visiter ce grand sud algérien, vous nous l'avez dit, vous êtes le seul autour de cette table. Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment un truc à faire avec cette partie de cette région d'Algérie, immense aussi, avec de belles oasis, etc. Il y a un tourisme à développer, vous y croyez, vous? Alors, 3 choses. 1, c'est une très bonne nouvelle pour l'Algérie, pour l'image de l'Algérie. Deuxièmement, je ne crois nullement que ça puisse se développer de par les obstacles administratifs et tout ce qu'il y a. Alors, puisque vous voulez parler de Dianet, le projet, cher Christophe, était lancé pour un voyage hebdomadaire tous les samedis, donc d'il y a 15 jours jusqu'à fin mars. En définitive, il y a eu un seul voyage. Il y en aura peut-être un autre le 24, peut-être le 31, mais c'est terminé parce que la communication n'est pas en place, le réseau de commercialisation n'est pas en place. Et je peux vous le dire parce que France Maghreb 2, je le dis à l'antenne, j'assume ce que je fais, devait être partenaire de cette opération. Et on s'est retrouvé avec des bâtons dans les roues par les cousins, les voisins, les amis, qui ont fait que France Maghreb 2 n'a même pas pu communiquer sur cette opération. Et la personne avec laquelle j'échange beaucoup, qui habite à Alger, cette personne n'habite pas à Paris, et qui est donc dans les tuyaux, m'a dit c'est dommage parce que le projet que vous aviez envoyé pouvait marcher. Faire la promotion. Non, mais la façon dont on l'a présenté, France Maghreb 2 a toujours, comme d'autres radios, comme d'autres médias, sa façon de travailler. Et donc, je ne crois pas à cause de l'administration. Par contre, c'est dommage que
les jeunes franco-algériens, j'allais dire ceux qui ont moins de 30 ans, n'aient pas effectivement l'occasion d'aller découvrir ce pays, qui est d'abord le pays de leurs parents, de leurs grands-parents, mais qui est aussi, sur ce côté-là, l'un des plus beaux pays dans le désert par rapport au... Et je connais les 3 déserts, le tunisien, même le libyen un peu, mais surtout les Tunisiens, l'Algérien et le Marocain. Et le désert algérien n'a rien à voir avec les 2 autres. Et il aurait pu faire quelque chose d'extraordinaire. Je rappelle juste que le désert tunisien, qui est moins beau, et moi je suis d'origine tunisienne, donc on ne va pas me jeter la pierre, et de Djerba, c'est en Tunisie qu'on a tourné le film Star Wars, alors que sa place naturelle, au vu des paysages, montagnes et pierres cassées, aurait peut-être été en Algérie. Et la dernière chose, je termine ça, Christophe, je le regrette vivement, mais j'espère qu'un jour, la classe politique algérienne finira par comprendre que le tourisme n'est pas que de faire venir les gens, comme c'est le cas de la Tunisie et le Maroc depuis 40 ans, mais de faire découvrir une richesse naturelle à l'ensemble de l'humanité. Et ça devrait être le but au-delà de tout. Et moi qui ai beaucoup voyagé, vous avez des pays aujourd'hui comme l'Arabie Saoudite, comme la Jordanie, cher Christophe, et comme l'Égypte, où on vous donne votre visa sur place quand vous descendez d'avion. Donc qu'est-ce qui empêche l'Algérie de faire cette démarche, notamment dans cette région du monde, pour qu'on n'ait pas à attendre de moi. Oui, attends, bouge pas, Nasser, juste un petit point, parce que ce que dit Tarek est intéressant, parce qu'il y croit pas vraiment, parce que à cause de l'administration. Sauf que il y a quand même des catalogues, des voyagistes hors Algérie qui proposent cette destination. Donc ils ont dû prendre leurs précautions quand même. Non, ils n'ont pas pris, je vous dis. Ceux qui sont lancés dans l'opération ont eu l'accord avec l'État algérien, et une fois que... Cher Christophe, je ne vais pas vous rappeler ici que moi, j'ai eu l'engagement du président Tebboune de prendre en charge les dépouilles des Algériens morts à l'étranger aux frais de l'État lors de sa première conférence de presse, que le président Tebboune a publié cette décision au journal officiel et qu'aujourd'hui, l'administration et le consulat font que cette décision n'est pas pratiquée. C'est pas tout à fait vrai. On y rajoute... Elle est pratiquée, sauf pour les familles nécessiteuses. On y rajoute les nécessiteux, les chômeurs et tout ça, ce qui n'était pas dans la bouche du président Tebboune. Donc c'est pour ça que quand j'ai dit l'administration algérienne est dans une phase de transition politique entre la Aïsaba, comme on dit en Algérie, et la nouvelle ère de M. Tebboune. Et donc, il faut du temps pour que le discours du président se transforme en acte en totalité. Nasser, tu voulais dire quoi ? Oui, non, je voulais juste rajouter 2 choses. Ça va peut-être aussi, on va dire, rapprocher les peuples entre le Maroc et l'Algérie, parce qu'il faut savoir qu'il y a des tensions politiques entre ces 2 pays, mais il faut savoir que les Marocains qui ont la nationalité marocaine peuvent aller en Algérie sans visa, parce qu'il y en a beaucoup qui ne le savent pas, ça. Alors, sauf je m'excuse au moment de vous couper, Nasser, ils ne peuvent pas le faire directement. Moi, j'ai trouvé à Tunis, je trouve des hôtels pleins d'Algériens qui vont aller au Maroc. Et je trouve des Marocains dans l'hôtel tunisien qui vont aller en Algérie. Et donc, c'est dommage, l'hypocrisie politique. Oui, passe par Tunis, quoi. C'est pas pour vous déplaire. Le deuxième point, c'est aussi la tarification des avions. Des billets d'avion. Parce que ça a été un débat. Par contre, ça a baissé. Non, ça a baissé, Nasser. Ça a baissé parce qu'on est hors période. Pas que ça soit uniquement lié à ça, Nasser. Non, ça a beaucoup baissé. Non, mais si, il a raison, Nasser. Non, sur certains plans. Non, pour revenir à ce qu'il disait tout à l'heure, Mami, il a raison de le souligner. Il y a une hypocrisie institutionnelle qui fait que un Marocain ou un Algérien doit contourner son pays pour aller dans un pays tiers, le Maroc en l'occurrence ou l'Algérie, et vice-versa. Il y a quand même, comme on dit, il y a un problème quelque part. Il y a un malaise. Cessons de prendre les peuples en otage, et vous, les politiciens, réglez vos problèmes entre vous. Et c'est tout. C'est une réalité. Oui, mais Nasser, je peux te dire qu'en tout cas, les billets d'avion ont largement baissé. Il y a eu un gros effort de fait. Et comme l'a expliqué Tarek, effectivement, on assiste aujourd'hui en Algérie à une espèce de transition entre il faut le temps que ça arrive, il faut le temps que ça se fasse, et d'ailleurs le président Tebboune l'a rappelé encore, c'est très bien. Il a dit qu'il va falloir être patient, mais le travail déjà est en action. Il est là que depuis 3 ans, mais j'aimerais quand même dire une chose. Il y a eu la période du Covid, l'Algérie a été fermée pendant plus de 18 mois. Il a donc pas pu travailler. Non, il n'y a pas que ça, je suis... je peux finir. Vas-y, comme toujours, vas-y, finis. Alors, simplement, dire d'abord, présenter les choses rapidement. Moi, j'ai décidé cette semaine d'être discipliné, de répondre quand Christophe me donne la parole. Voilà. On va se soumettre tous alors à cette règle. Soumettons-nous. Donc, plus sérieusement, ce que je veux dire, c'est que l'Algérie, il y a 3 aspects qui doivent être relevés par rapport à ça. D'abord, la problématique de la communication. Les Algériens sont de très mauvais communicants. Ils ne savent pas présenter le pays. C'est problématique. Le second aspect, l'administration qui est toujours endémique, qui est toujours en place et qui a du mal à accepter les directives de l'État qui ont demandé des changements.
Ça arrive, c'est long, ça prend du temps, mais ça arrive. Troisième aspect aussi, c'est qu'il faut savoir qu'est-ce que c'est que ce pays. Alors là, j'ai entendu parler de l'Algérie que vous avez visité, effectivement. Moi, je connais plus le nord et les hauts plateaux. Je n'ai pas été dans le sud saharien. C'est 3 types de décors extraordinaires. Dans le nord, on a de la neige dans les montagnes l'hiver. On peut faire du ski. Dans ce qu'on appelle les hauts plateaux, donc c'est toute la zone rocailleuse, hein, c'est un peu la fin de l'Atlas, on a des décors un peu fantastiques qui rappellent ceux de Star Wars par rapport à ce qu'on a vu dans le premier Star Wars. Et dans le sud saharien, c'est quasiment l'Arabie. C'est un désert extrêmement fort, mais il y a des oasis qui font rêver, comme Janet en l'occurrence, mais d'autres encore. Il y a le Hogar aussi, Gamal. Le Hogar, oui, le Hogar, absolument. Qu'il faut citer. Et tout cela, tous ces éléments sont des éléments qui, lorsqu'on est dedans, on sait qu'on est à la fois en Afrique, on est sur 3 types de climats. Absolument. Un qui est plutôt continental, sec, semi-aride et désertique. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on a aussi toute la bande côtière. Il y a 8 paysages, Gamal. Tout à fait. La bande côtière est verte. Donc tout ça pour dire que l'Algérie est un pays qui fait rêver. Et si la France n'a pas voulu la lâcher comme ça, c'est pas seulement parce qu'elle est du pétrole et du gaz. C'est parce qu'on y vit bien en Algérie. Le problème, c'est qu'on a une administration endémique qui casse les mouvements. Alors moi, je ne serais pas aussi pessimiste que vous, M. Mamie. Je comprends ce que vous me dites. Il n'y a aucun problème. Il y a du sabotage, on le sait. Je n'ai pas dit que j'ai... Non, vous avez dit que je ne croyais pas. Non, je ne crois pas aujourd'hui dans les conditions actuelles. Voilà. Donc moi, je pense que ça va changer. J'ai envie d'être optimiste, non pas parce que j'ai raison de l'être, c'est pas vrai. J'ai envie d'être optimiste parce que quand on dénonce ce genre de choses dans une radio publique comme celle-ci, eh bien, il y a une réaction de la population qui va arriver derrière. C'est logique. Parce qu'effectivement, l'Algérie coûte beaucoup moins cher au niveau des vols. On le sait aujourd'hui, il y a des compagnies qui évoluent maintenant. On n'est plus à 600 € le billet. Non. Parce que l'Algérie... Gamal, le ciel n'est toujours pas ouvert. C'est à l'Algérien. On s'en fout. Non, mais s'il est ouvert, ça équivaut à une baisse de prix. Non, il y a déjà des compagnies qui évoluent là-bas, qui sont low cost. Ça commence à venir. Le Vueling, par exemple. Voilà, absolument. Donc ça, il faut, moi, j'allais dire qu'au-delà même du sabotage des fonctionnaires, donnons des choses qui sont positives. Savoir qu'on peut y aller. Il y avait Aigle-Azur. Oui, ça c'est fini ça. On l'a cassé. Oui, mais ça... Non, Air Méditerranée, c'est pas Aigle-Azur. Non, Aigle-Azur, c'est une mauvaise gestion de la compagnie. Oui. Excusez-moi. C'est une mauvaise gestion. Pardon. Quand une compagnie paye les billets et que l'argent de la vente des billets ne remonte pas et qu'on soit obligé de passer... Ça, c'est un autre aspect de la crise Non, c'est un autre aspect, Monsieur Mamie. Non, Monsieur Mamie, c'est pas parce que... c'est en connaissance de cause, parce que j'étais ami avec le directeur d'Air Méditerranée, que je salue d'ailleurs. C'était un très bon ami à moi. Air Méditerranée, il est vrai qu'elle a été sabotée parce que c'était une compagnie mixte, donc franco-algérienne, qui était dirigée par, d'une part, les Français et d'autre part, de l'autre côté, en Algérie. Et ma foi, cette compagnie a été sabotée. Je vais vous dire pourquoi. C'est très simple. Aussi simple que soit-il. Hein. Donc, quand il y avait, par exemple, la récupération des bagages au niveau de l'aéroport d'Oran, par exemple, c'était beaucoup plus Oran que ce vol s'effectuait plutôt vers Oran. Donc, quand il y avait des bagages qu'il fallait récupérer, vous savez ce qu'ils faisaient, c'est les agents là-bas, sans les nommer, sans les nommer, j'entends par là par les entreprises, sans nommer les entreprises qui sont donc dans ce coup-là. Ils barricadaient carrément donc l'accès l'accès aux bagages. Et donc, nous, on attendait, nous qui payons, donc, on va dire, c'était un prix symbolique, c'était dérisoire, comme on payait à l'époque entre 150 200 € pour se rendre en Algérie, comparé à l'Algérie qui faisait des prix, on va dire, astronomiques, qui pratiquait des prix astronomiques. Air Méditerranée, d'ailleurs, j'ignore par quelle magie elle arrivait, justement, à vendre des billets aussi, on va pas du tout cher, on va dire, et que du jour au lendemain, on avait bloquer justement l'accès aux bagages. On retardait les avions pour le décollage et de fil en aiguille, cette compagnie n'a pas pu tenir le coup. Et puis voilà. Peut-être revenir sur un élément aussi. Oui, après, Jimmy. Après la pub, parce qu'il y a Mohamed aussi qui souhaite intervenir. Je crois qu'il va s'en prendre un Asmaïn dans un instant. Ne bougez pas, restez avec nous. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2. Alors autour de cette table, on va dire que les avis sont assez partagés quant à un retour du tourisme en Algérie et particulièrement dans ce grand sud. Il va falloir être patient, peut-être, d'ailleurs, comme un petit peu tout ce qui se fait en Algérie en ce moment. On a Mohamed qui nous appelle au téléphone 01 40 33 9000. Bonsoir, Mohamed. Bonsoir à tous. Bonsoir, Mohamed. On t'écoute. Moi, je vais revenir un peu en arrière. Oui. Quelque chose que j'ai entendu, là, de la part de monsieur Smaïl. Oui. Et là, il y a un petit... Et une petite chose là qu'il a dit rapidement et qui, je sais pas si c'est bien ce qu'il a voulu dire. Il parlait de Mahatoub qui est passé à la télévision sur 7/7 à l'époque avec Anne Sinclair et il y avait bien Monsieur De Villiers
Et lui, il était un invité un peu. Et je me souviens parce qu'il était en Algérie à l'époque, c'était en hiver, il y avait de la neige, enfin. et ce que dit M. Smaïl disait, il a dit qu'il n'était pas arabe pour faire plaisir à De Villiers. Est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez dire? Bah oui, tout à fait, oui, j'insiste, Justine. Il disait, je suis ouais, pas pas de problème. Pour faire plaisir à De Villiers. Attendez que je mette le casque pour que je puisse vous entendre. Oui, vous disiez, monsieur Mohamed. Est-ce que c'était pour faire plaisir à De Villiers que Mahtoub Ça, c'est votre point de vue, mon cher ami. Ça, c'est votre point de vue. Laissez-moi finir. Après, je vous laisse. L'émission, je crois, ça a dû se passer en 95, je crois. 95, c'est bien ça. Et lui, il a commencé à chanter en 78. D'accord? Donc, il a attendu. Le parcours. Je lui nie pas le parcours. Laisse de terminer. Je ne suis pas arabe pour faire plaisir à De Villiers. C'est bon, vous avez fini? Oui, j'ai fini, oui. Très bien. Monsieur Mohamed Azzoul, déjà. Azzoul, Amikseller. Il n'a pas compris le Kabylie. C'est pas grave, vous n'avez pas compris. Je vous ai parlé en Kabylie, vous n'avez pas compris. Mais on est là pour parler en français parce ça marche, ok. Au lâcharoulef. Ok. Écoutez, monsieur Mohamed, pour revenir à ce que vous venez de dire, moi, quand je le dis, c'est pour faire plaisir à monsieur De Villiers. Je le nie pas, je le dis, je le signe encore une fois. Mais ceci dit, je ne conteste pas le parcours révolutionnaire de ce chanteur. Non, mais dire ça, déjà c'est dénigré. Parce que si Mahtoub a attendu que monsieur De Villiers pour dire que je ne suis pas arabe, c'est que vous ne connaissez pas Mahtoub. Non, je le connais bien. Non, attendez. Il a raison. Non, il a raison sur ce point. Il n'a pas attendu De Villiers pour dire Mahtoub. Non, mais on le voyait dans les regards. On le voyait dans le regard. Non, mais vous savez pourquoi? Je vais vous dire pourquoi, monsieur Mohamed. Monsieur Mohamed, j'ai compris votre position. Je vais vous dire pourquoi. Monsieur De Villiers, pour votre gouverne, c'est un extrémiste, un xénophobe, un anti-arabe, un anti-musulman, raciste de surcroît. Oui, voilà, vous ne pouvez pas le nier. Vous ne pouvez pas le nier. Non, je nie qu'il soit raciste. Ah, il n'est pas raciste, monsieur De Villiers? De Villiers, il n'est pas raciste? Non, je parle de De Villiers, on parle de Mahtoub. Non, mais moi je parle pas de Mahtoub, monsieur Mohamed. Il faut apprendre à écouter bien. Non, mais moi je parle pas de Mahtoub. Mahtoub, il défend une cause. Vous dites Mahtoub pour faire plaisir à De Villiers. Mais laissez-moi finir, je suis en train de développer. Alors laissez-moi finir, je suis en train de développer. Voilà, on va pas rester. Attendez, monsieur Mohamed. Moi, là, et j'ai fini mon propos. Écoutez, moi quand j'ai dit par exemple que lui voulait faire plaisir à De Villiers, encore une fois, Justine, donc, et je reconnais, j'assume ce que j'ai dit. Pourquoi? Parce que M. De Villiers est un raciste. Il voulait s'inscrire pratiquement dans la même démarche. C'est-à-dire, si vous détestez les Arabes, moi je ne suis pas arabe. C'est dans ce sens-là que je l'ai dit, monsieur. Ouais. C'est dans ce sens-là que je l'ai dit, monsieur. Donc avant, il ne le disait pas. Ouais. Pardon? Si, avant il le disait. Avant, il le disait. C'est pas ça. Non. Vas-y, quand même. Vous savez, je vais vous dire un truc. Si on vous dit dans la rue... Non, je peux pas. Vous savez bien, vous mettez les casques, sinon c'est pas possible. Si on vous dit dans la rue, vous êtes un sale arabe alors que vous êtes berbère. Ça, on l'entend souvent, ça. Vous n'allez pas faire semblant de ne pas l'avoir entendu. C'est-à-dire que la perception qu'on a de vous n'est pas la vraie, mais la perception de celui qui vous traite de sale arabe est raciste. Quand on est devant De Villiers qui est raciste et qu'on dit « je ne suis pas arabe », c'est une façon... oui, c'est pas être raciste dire que je ne suis pas arabe. Je peux finir, s'il vous plaît, je peux finir. Excusez-moi, juste... Non mais non, vous laissez pas finir. Et j'ai dit que je ne suis pas chinois. Écoutez-moi, si Madame Le Pen me dit qu'elle n'aime pas les Arabes, d'accord, alors que je suis d'Algérie et qu'elle considère que les Algériens ne sont pas arabes, quelque part, elle se fiche de moi. Pour vous expliquer simplement, quand De Villiers entend que Mahtoub Nounès dit « je ne suis pas arabe », c'est une façon de dire, il n'aurait pas dû dire ça, c'est une façon de dire « ne soyez pas raciste envers moi, puisque moi, je ne suis pas comme ces Non, il parlait pas de... D'abord, Mahtoub, il ne connaît même pas De Villiers à l'époque. Vous me connaissez. Non, vous plaisantez, Mohamed. Non, vous plaisantez, là. Non, vous plaisantez, là. Je vais mettre tout le monde d'accord. Non, là, il plaisante, là. Mohamed, il dit aujourd'hui, c'est ce qu'il a interpellé, et je crois que c'est ça, on l'entend bien, lui dire, c'est qu'il n'a pas attendu d'être devant De Villiers pour dire qu'il n'était pas arabe. Mahtoub, ça a toujours été quelqu'un qui se revendiquait comme un berbère. Alors je vais donner un exemple concret. Voilà. Si quelqu'un dit sur un plateau « j'aime pas les Noirs, j'aime pas les Africains », je lui réponds « je suis africain ». D'accord. La perception qu'il a de l'Africain, c'est le noir. Moi, je dis, mais je suis aussi africain. Par solidarité envers les Africains. Voilà. Donc, il n'a pas à dire à un raciste, je ne suis pas arabe. Il aurait dû dire, bien que je ne sois pas arabe, vous n'avez pas à nous interpeller. Bon, merci Mohamed. C'est bon, on va pas passer l'émission là-dessus. Franchement, c'est des débats stériles en plus, ça sert à rien. Et j'ai bien compris en tout cas tes propos, Mohamed. Merci beaucoup. Merci à toi. 01 40 33 9000, les enfants. On va changer un peu de sujet. Tiens, avec c'est les sénateurs qui proposent
cette possibilité de pouvoir changer ou faire amender la loi 1905 pour préserver les traditions. Pour cause, les crèches de Noël, qui ont été interdites d'ailleurs par la justice pour certaines d'entre elles, notamment du côté de Béziers et du côté de Perpignan. Restez avec nous sur France Maghreb 2, c'est le LGF et on essaie évidemment de s'écouter, de s'entendre et de dialoguer. À tout de suite. Ne bougez pas, le Grand Forum revient dans un instant. Le Grand Forum sur France Maghreb 2. LGF avec Smaïn Tefour, avec Jimmy Dalidou, avec Nasser Lajili, Gamal Abina, Tarek Mami et un auditeur interpellé Smaïn. Une autre auditrice souhaite interpeller Tarek Mami cette fois-ci sur l'histoire des visas en Arabie Saoudite. Bonjour Pauline. Oui, bonjour. Bonjour Pauline, on vous écoute. Je voulais juste en fait intervenir parce que j'ai entendu quelques petites absurdités à l'antenne. Pour l'Arabie Saoudite notamment, le visa n'est pas du tout délivré à l'aéroport. Hein. C'est une demande de visa en ligne et c'est un visa payant, même pour le tourisme. Est-ce que j'ai dit que c'est pas payant? Je crois que vous avez dit qu'il fallait que dans 3 pays, dont l'Arabie Saoudite, c'est peut-être là que vous êtes. Alors prenez madame, je vous conseille de prendre une croisière. Et l'Arabie Saoudite. Non mais l'Arabie Saoudite, nouvellement, quand vous passez par une croisière. Ah voilà, mais il faut préciser. Non mais voilà, non mais je vais donner l'exemple. Alors, je précise. Je fais l'expérience en Jordanie et en Égypte. C'est à l'aéroport, à l'atterrissage de l'avion. En Arabie Saoudite, il y a une nouvelle modalité pour ceux qui sont dans les croisières. Ils ont leur visa à l'arrivée de croisière, avec bien sûr une formalité administrative avant, mais ils l'ont. Donc voilà, l'Algérie, moi je souhaite qu'un jour l'Algérie puisse passer par l'autorisation, par Internet, par tout ce que vous voulez. C'est pas des absurdités, c'est les choses qui bougent. Non mais ça a mérité d'être précisé, voilà, oui. C'est tout. Alors, y a peut-être un point. Oui, Nasser. Oui, mais il fallait quand même faire la précision, c'est-à-dire que les auditeurs qui écoutent vont penser que l'on peut arriver en Arabie Saoudite avec un visa à l'arrivée, donc sans formalité préalable, alors que ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, quand on arrive par les airs sur Jeddah ou sur Riyad, il vous faut un visa et le visa en fait a été préalablement demandé aux autorités sur les sites internet. Après, je suis d'accord avec vous pour l'Algérie, ce serait un grand pas de pouvoir tout faire en ligne et de nous éviter d'aller dans les consulats et de patienter, etc. Mais à l'inverse, ça permet aussi de préserver le tourisme de masse en Algérie. Et je pense qu'ils ont aussi l'exemple du Maroc et de la Tunisie qui, eux, sont ouverts au tourisme depuis bien plus longtemps. Et du coup, qui voient aussi le côté néfaste du tourisme à outrance. Donc, quelque part, c'est pas si mal. Nasser, Moi, je vas-y, vais je t'en juste prie. préciser concernant l'Arabie Saoudite. Oui. Depuis l'année dernière, d'ailleurs, ça fait presque un an maintenant que c'est mis Il y a en plein place. de changements en Arabie Saoudite. Il y a 300. Alors, vous avez maintenant un visa qui est valable 365 jours. Ah bon? Ouais, c'est un an. Donc c'est un permanent. Ça veut dire. À quel prix? À quel Non, mais prix quel prix de- le prix est de 120 euros. 150 euros. 150 euros ou 120 euros. Ah ouais, quand même. Hein. Donc, c'est un visa pour l'année, sauf que vous avez le droit de résider 3 mois là-bas. Pas plus que 3 mois. Mais est-ce que alors, je n'ai pas les précisions, mais est-ce que c'est alors, simple juste entrée ou multiple entrée? Alors, non, vous pouvez faire multiple entrée. Vous pouvez y aller 10 fois, sauf qu'il ne faut pas dépasser 3 mois dans l'année. Donc voilà. Et après, chaque mois supplémentaire, c'est de l'argent que vous allez payer. C'est une petite amende que vous allez payer chaque jour. Chaque jour supplémentaire, vous allez payer. Après, la deuxième chose, il faut savoir que le visa, vous l'avez en 3 minutes, en 5 minutes maintenant. Donc, vous faites la démarche administrative sur Internet et 5 minutes plus tard, vous l'avez sur votre boîte mail, automatiquement. Donc c'est juste une formalité. Quand Monsieur Mami disait que vous pouvez aller dans n'importe quel pays et vous pouvez avoir votre visa, effectivement, même si vous êtes à l'aéroport à Jeddah, vous pouvez directement avec votre téléphone faire la demande de visa et vous allez la recevoir en 5 minutes dans votre boîte mail. Moi, je vous le dis parce que c'est une expérience. Les compagnies aériennes acceptent les passagers sans visa préalable. Alors absolument. Voilà. Là, je suis totalement d'accord avec vous. Effectivement, on vous laisse pas décoller tant que vous n'avez pas votre visa avec vous dans votre passeport. En tout cas, ce que dit Tarek est vrai, sauf que ça s'applique pour les croisiéristes. Voilà. Alors, comme on est en semaine de fin d'année, ceux qui ont Netflix, je leur conseille de regarder une série, Miskina, La Pauvre, qui est à la fois un peu satirique, qui est un peu rigolote, mais une étude sociologique, faite par une réalisatrice franco-algérienne. Et vous allez découvrir donc ces milieux, notamment ceux de visa, dans l'épisode numéro 3, comment les gens font pour avoir un visa en Algérie. L'essentiel, moi ce que je voulais dire, en un mot, c'est que pour avoir un visa en Algérie, c'est très lent.
c'est un peu cher et c'est surtout stressant. Et vous ne pouvez pas, moi j'ai des amis à qui on demande le billet pour avoir le visa. Et des fois, on leur dit, ne prenez pas le billet tant que vous n'avez pas le visa. Et donc, cette absurdité administrative que je dénonçais tout à l'heure, c'est celle-là qui m'inquiète pour l'Algérie. Dans le sens, Tarek, pour un Algérien qui souhaite venir en France, excusez-moi, c'est bien pire oui, que mais ça. Non, alors donc, ça... je veux dire, on ne peut pas reprocher à l'Algérie de faire la cher Christophe, c'est pas... Oui, c'est... exemple. Non, mais... En parlant des Français, du consulat qui vous rembourse pas. C'est pas à moi que vous allez... C'est pas à moi que vous allez poser cette question. Moi, j'envoie l'auditrice que je salue et tous ceux qui nous écoutent d'aller sur le YouTube de la radio France Maghreb 2 et ils vont trouver les 2 questions sur le visa que j'ai posées personnellement à monsieur Macron, à Alger et à Tunis pour lui dire que c'est de l'escroquerie, que des gens payent des tarifs pour le visa et ne sont pas remboursés. Mais donc, monsieur Tarek, on dit que le visa, les Français, c'est leur alibi, ils disent que c'est une faveur et pas un droit. Pour l'Algérie, c'est l'argument qu'ils ont. Non, mais l'Algérie aussi. Non, l'Algérie, c'est pareil. Non, parce que l'Algérie a le visa. Je laisse passer la dame. Je vais laisser Pauline parler parce que l'Algérie n'impose pas le visa qu'aux Français. Elle l'impose à beaucoup de pays dans les mêmes conditions. Donc, réciprocité ou pas, il y va de la souveraineté nationale de chaque pays de décider de mettre le visa ou pas. Pauline. Oui. Allez-y, on vous écoute. Non, je disais juste que moi j'ai fait plusieurs fois parce que j'ai pas la nationalité algérienne, j'ai fait plusieurs fois la demande de visa pour du tourisme. Elle m'a été acceptée assez rapidement. J'ai été bien reçue dans les consulats, les différents consulats que j'ai sollicités. On m'avait mis en garde en me disant oui, c'est très compliqué, c'est très long, les gens sont pénibles, etc. Très honnêtement, je pense qu'il y a beaucoup d'incompréhension sur ce point-là et que finalement, c'est un peu une idée reçue. Bon, je vais juste te donner un sentiment. D'abord, une information importante. Le visa à moins de 3 mois, c'est 110 €. Plus de 3 mois, 130 €. Ensuite, en Algérie ? Oui, pour partir en Algérie. Ouais. Ensuite, pour aller... Alors, il faut savoir qu'il y a des changements qui ont été opérés depuis 3 ans. Je dépends de Paris. Moi, le consulat parisien est impeccable. Absolument, on est bien reçu. C'est propre, c'est organisé. Il y a des numéros. C'est plus la panique de l'époque quand on était... J'ai été à Bobigny et à Nanterre. Moi, je ne suis pas parisienne. Oui, j'entends bien. C'est dire que je peux, moi, témoigner de vous dire qu'on est très bien reçu. En 2 heures, c'est bouclé. Donc, c'est vrai que l'idée que les choses se passent mal, c'était la vieille école. Aujourd'hui, ça a changé. Oui, surtout maintenant aussi à Créteil. Il faut saluer vraiment le consulat de Créteil, ou alors à l'époque c'était à Vitry, c'était un véritable scandale là-bas. C'était vraiment n'importe quoi à Créteil. C'est vraiment tout est bien organisé, effectivement. Ça a changé depuis, Christophe. Effectivement, voilà. De quoi qu'a changé ? Qu'est-ce qui a changé ? Quoi qui a changé ? Ce qui a changé, c'est on va dire l'accueil. Moi, je dépends de Paris. Franchement. J'ai été refaire le passeport de mes enfants. Je peux te dire que l'accueil m'a quasiment plu. On va parler de l'accueil parce que avec le sourire et puis c'est un service rapide aussi. On va faire un petit aparté parce que moi, personnellement, j'ai été à Vitry pour des raisons personnelles à 2 reprises. Et j'ai voulu parler avec l'agent dans l'accueil. Donc, je leur ai dit mais pourquoi vous êtes aussi agressif avec les gens, etc. Il m'a dit je vais vous expliquer. Il faut aussi l'entendre parce que vous avez votre ressenti, mais vous avez aussi le ressenti du personnel qui travaille dans ces consulats. Quand on se fait agresser du soir au matin et que les gens arrivent dans notre consulat se croyant tout permis, il m'a dit vous savez quoi monsieur ? Vous savez ces gens-là, ils viennent, ils nous insultent, ils nous parlent mal, ils veulent tout de suite. Et quand ils vont dans des administrations françaises, ils sont doux comme des agneaux. Donc au bout d'un moment, quand vous faites insulter du soir au matin, vous devenez un peu comme eux au bout d'un moment. Ils deviennent aigris, on va dire. Bah oui, en même temps, c'est pas faux. Il faut aussi les comprendre. Et c'est vrai que les mais c'est un service public, Christophe. Service public ou tu pas, permets, non mais on est obligé de tenir une certaine réserve, et surtout une neutralité par rapport à... Non, il y a le principe de la foule à poule. Il est vrai qu'on reste... Qui était agressif au départ. Moi j'ai connu dans les années 80 le consulat, c'était un enfer. Il y a un pas qui a été fait de la part de l'administration algérienne pour mieux recevoir les gens. Depuis l'arrivée de Tebboune. Absolument. Il faut le reconnaître. C'est vrai. Et de l'autre côté, les gens qui sont mieux reçus sont moins agressifs. Donc on se demande toujours qui agresse l'autre, mais en réalité là ça s'améliore. Faut le reconnaître. C'était des bagarres à chaque fois. Moi j'allais à Vitry, c'était absolument scandaleux ce qui se passait. Non, il y avait un problème organisationnel, Christophe. Les locaux, ils étaient vraiment dégueulasses. Ah oui, les locaux déjà, il y avait... Il fallait venir à minuit pour prendre le ticket, pour être sûr de passer. C'était pendant la décennie noire, ça, Christophe. Non, bien après, t'es fou. Pour le consulat de Tunisie, en tout cas pour le
consulat tunisien à Paris, ils ont changé complètement de méthode. Maintenant, les rendez-vous, ça se fait sur rendez-vous sur Internet pour gagner du temps. Ce qu'on fait aussi pour le consulat algérien. Ouais, voilà, c'est une bonne chose. Et donc, on va sur l'Internet et on regarde les disponibilités. Et quand on arrive, le dossier est resté sur place. Dans les deux cas, ça marche pour l'Algérie, que ce soit sur le net. Merci Pauline, en tout cas. Christophe, merci beaucoup. Tu permets juste une petite information sur le désert algérien. Oui, vas-y. Est-ce que vous savez que le coin le plus chaud au monde se trouve en Algérie, qu'on appelle le triangle de feu? Il est situé à Adrar. Où ça? Adrar. Adrar. Adrar qui veut dire en berbère montagne. Très beau, très beau. Et vous avez, tout le monde connaît Carthage. Oui, bien sûr. Les vestiges, les ruines. Ouais. Alors, en Algérie, il y a un autre Carthage qui s'appelle pas Carthage, mais qui est beaucoup plus grand que Carthage et qui est beaucoup... Tipaza. Non, c'est pas Tipaza. Zuma. Hein? C'est Zuma, non? Non, je vous laisse chercher. En Algérie, alors qui est beaucoup plus grand, beaucoup mieux entretenu et beaucoup plus actuel. Lequel, s'il vous plaît? Je vous laisse chercher. En Algérie. Dites-le nous, ne laissez pas sur... Et puis vous en avez un autre. Les Français l'ont découvert vers 1870. C'est-à-dire 40 ans après l'occupation du pays. Ça va, mon Jimmy? Oui, ça va. Et dernière chose, vous avez aussi un autre ta carte CGTiste sert à rien aujourd'hui. Non, mais il a la culture générale, il peut participer. Super bien en Libye, où les vestiges sont encore plus beaux. Oui, parce qu'ils sont en plein désert et abandonnés et entretenus. Alors, Mounir est avec nous parce que quand on parle d'Algérie, évidemment, il y a beaucoup d'appels. Ah oui, forcément. Les Algériens sont en force en France, vous le savez. 7 millions d'Algériens, Christophe. Estimé. Alors c'est juste Djamila. Ça vous dit quelque chose? Oui, bien sûr. Pourquoi vous ne l'avez pas trouvé? Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas pensé. Ah oui, Ismaïl, vraiment, la honte. Monsieur Smain. Le Carthage d'Algérie, c'est Djamila. Pour revenir sur le facteur social. Qu'est-ce qu'il y a? Facteur social, quoi? Tu vas mettre du social dans le tourisme, là. Ouais, tout à fait. Non, parce que vous savez, on parle des administrations, etc. Mais je pense qu'il faut revenir sur un élément important sur le fait que le tourisme, effectivement, va développer, on l'a dit, ça va développer l'économie du pays, évidemment. Mais ça pose aussi, on a parlé des rapports entre les peuples. Donc moi, je pense notamment aux quartiers populaires dans lesquels j'ai grandi. Et c'est vrai qu'il y a des jeunes dans les quartiers populaires qui ne connaissent pas forcément leur pays d'origine. Oui. Je pense que ce serait aussi important que ce développement, cet essor économique entre... du pays Algérie, etc., et ces échanges économiques qui vont se matérialiser, se cristalliser avec ce qui se passe, ce serait bien que ça aboutisse à des aides sociales, à des possibilités de financement pour que les gars dans les quartiers populaires voyager gratuitement en Algérie. Non, pour les aider, parce que c'est vrai que ça existe. Il y a des gars dans les quartiers populaires, ils aimeraient bien des billets, ils aimeraient bien voyager vers ces. Mais qui va payer, Jimmy? Qui paye? L'État algérien. Pas forcément se payer un billet d'avion. Non, l'État algérien est en train de faire indépendamment du facteur administratif. Oui, justement, j'allais venir sur un point essentiel. L'Algérie n'ouvrira pas le tourisme. L'Algérie n'ouvre pas le tourisme pour faire de l'argent. Elle ouvre le tourisme. Elle n'en a pas besoin. Elle ouvre le tourisme pour une autre image et pour que les gens rencontrent les Algériens pour découvrir qu'ils sont autrement que le couteau dans la bouche, comme on le décrit ici, et pour découvrir la beauté de ce pays au-delà de l'argent, parce que c'est pas le moteur, c'est pas comme pour la Tunisie ou pour le Maroc, où le moteur était l'argent. Qui aimeraient bien voyager dans ces pays-là. Pour revenir à l'Algérie, parler d'aide sociale et tout ça, Jimmy. Ce serait bien de les aider un petit peu sur le plan financier. Moi, j'en ai connu. On pourrait revoir la politique des billets, par exemple, mais pour revenir, par exemple, au niveau national là-bas, vous savez que c'est le premier pays du Maghreb qui paye des chômeurs, les gens qui ne travaillent pas. Il faut le souligner. C'est depuis là. Ouais, tout à fait. Bon, il faut dire que l'initiative derrière 47% de salaire en 3 ans pour les fonctionnaires. Ouais. Ça a été annoncé hier. Ouais, c'est clair. Ouais. De la nouvelle. Bouteflika a embauché beaucoup de policiers. Bouteflika a donné beaucoup d'argent aux jeunes là-bas. Il y a une association. C'est l'ONCEJ. Et il a jeté de l'argent. Non, ça c'était pour gagner la paix sociale. Voilà. Ça c'était une politique de corruption. Par contre, Tebboune, il est en train de payer. C'est donner cet argent pour que les gens produisent leur société. L'ONCEJ, le but c'était ça. Ça a été détourné par chez voiture. Si vous voulez bien, au 01 40 33 9000. Puis j'aimerais bien aussi qu'on parle un peu de la France. Des traditions quand même qui sont en danger, messieurs, à cause de cette loi de 1905 selon les sénateurs. À cause des Arabes, non, à cause de peut-être des Arabes. On va écouter Mounir là. Mounir, oui, allô. Bonjour Mounir, on t'écoute. Oui, bonjour à tous.
alors je précise juste une chose, je ne suis pas algérien, je suis tunisien. C'est des choses qui arrivent. Personne C'est n'est parfait. pas de ma faute. Il y a Nasser Lajili à ma droite qui porte la même je vais quand même dire étiquette que si vous. Permettez, parce que vous parlez de développement du tourisme en Algérie. Moi, j'ai une question, franchement. Est-ce que l'Algérie, avec toutes les richesses qu'a l'Algérie, est-ce que franchement, c'est une bonne idée de développer le tourisme? Alors, je développe pourquoi? Parce que le tourisme, il a peut-être des bons côtés, mais il a aussi des mauvais côtés. D'accord? Par exemple. La Tunisie a développé le tourisme, on sait pourquoi, parce que la Tunisie n'a pas les richesses qu'a l'Algérie, donc elle l'a fait à titre surtout économique, mais voilà ce qui se passe en Tunisie, voilà ce qui se passe au Maroc, parce que le tourisme, il faut savoir que des fois, il peut être négatif dans le sens où, alors je ne veux pas évidemment exagérer, mais ça vous apporte des maladies, ça vous apporte des choses qui ne sont pas forcément positives, surtout quand il s'agit de tourisme en masse. Ça apporte la pollution, ça apporte énormément de problèmes. Ne voyez pas que le bon côté du tourisme, parce qu'il y a quand même des choses qui sont pas très très bonnes de ce côté-là. Voilà, c'est ce que je voulais en tout cas préciser. Peut-être personnellement. je vais laisser répondre Nasser. Nasser. Ouais. Oui. Le tourisme, Mounir te dit bon, c'est bien le tourisme, mais à petite dose et à grande masse, attention, ça peut aussi apporter des choses négatives. Si je peux me permettre, Christophe, très rapidement, Ouais. le tourisme, il va remplir les poches de certaines personnes, mais il ne sera pas forcément positif pour le peuple algérien, ni pour le pays. Pour le pays de l'Algérie, c'est pas forcément positif. C'est une question qu'il faut se poser, parce que franchement, quand on voit le tourisme en Tunisie, Tarek Mami est bien placé pour savoir comment ça se passe. C'est pas forcément joyeux. Ça fait la poche de certaines personnes, c'est sûr et certain, mais c'est pas forcément positif pour le peuple en tout cas. Voilà. Ouais. Ok, on a bien compris, Mounir. Merci beaucoup. Qui souhaite répondre là-dessus? Je sais pas si c'est très positif. Moi, concernant la Tunisie, je considère que c'est important pour le peuple, parce qu'il faut pas oublier que la Tunisie vit du tourisme. Elle n'est pas comme l'Algérie où elle n'a pas besoin de ce point-là. Mais voilà, le développement économique du pays de la Tunisie, après moi je ne suis pas un expert en Tunisie, je suis tunisien, je suis d'origine tunisienne, mais je ne suis pas un Tunisien qui vit en Tunisie. Donc je ne suis pas forcément le mieux placé. Bah oui, je ne suis pas le mieux placé là-dessus. Après, concernant le tourisme, en disant qu'il ne faut peut-être pas développer le tourisme en Algérie, parce que ça pourrait, poser des problèmes sur l'écologie, sur plein de choses. C'est un faux débat. Je suis désolé, mais l'Algérie, voilà. Si on parle de la pollution, etc., faut voir nos pays comment ils sont. Le tourisme de l'Algérie n'est pas nouveau. Oui. Pour revenir au tourisme du Sahara algérien. Ça a toujours été le cas. Depuis les années 70, Boumedienne avait développé ce type de tourisme. Ce tourisme n'est pas nouveau. On va dire qu'il y a une redécouverte du Sahara algérien. Bon, les Algériens veulent ouvrir pour des raisons certainement de communication et politique. Voilà, tout simplement. Je ne pense pas que... Non, mais Gamal, il n'y a pas de problème. J'ai fini mon propos. Tu peux y aller, vas-y. Ok. Alors, il y a deux choses qui ont été dites. D'abord, moi, je vais comparer ce qui est comparable, parce que c'est quand même particulier. Le Maroc et la Tunisie n'ont pas que le tourisme comme richesse. Encore heureux, il y a quand même l'agriculture et quelques industries. Le tourisme est un élément essentiel. Il y a des industries, il y a l'agriculture, il y a le phosphate, il y a les richesses. Oui, le phosphate pour la Tunisie et le cannabis pour le Maroc, c'est ça? Pas du tout. Phosphate pour le Maroc. Non, ils ont le phosphate, ils ont le fer aussi. C'est juste le pays le plus riche au monde en phosphate, le Maroc. Mais bon, pour revenir à l'échelle. Non, c'est la Tunisie. Non, c'est le Maroc. Non, c'est même pas la Tunisie ni le Maroc, c'est un autre pays. Non, en réserve prouvée, c'est le phosphate. C'est le Maroc qui est passé la première. Voilà, parce qu'en réserve prouvée. Pour vous dites le phosphate. Le phosphate, oui. Voilà, c'est la première richesse que nous avons en commun. L'Algérie aussi a le phosphate. Oui, bien sûr. C'est la première richesse que l'Atlas, que le mont Atlas génère sur tous ces pays. Maintenant, il faut être. D'ailleurs, en Algérie, on vient de découvrir un très nouveau grand gisement. Il le connaissait déjà. Il n'était pas exploité. Mais il a été mis en exploitation. Il n'était pas exploité, voilà. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut comprendre des choses. Alors, il y a le tourisme sale, Phuket. Ça, c'est quelque chose qu'il faut condamner. Et malheureusement... Il est plutôt en Grèce, il est plutôt en Asie du Sud-Ouest. C'est arrivé. Il n'est pas... Ce qu'on appelle le tourisme sexuel. Au Maroc, voilà. Le tourisme sexuel au Maroc, ça existe. Il faut arrêter de n'importe quoi, Kamal. C'est parce que... Je peux juste finir mon propos. Oui, non, mais pas se donner des réalités, c'est agaçant. Justement, je vais la donner. Quand il y a eu le tsunami
et que Phuket a été rayé de la carte, Ouais. malheureusement, et il faut le déplorer et le combattre, les tordus qui viennent d'Europe ont été au Maroc pour prendre la place. Alors il faut combattre ça, il faut que les Marocains fassent tout pour protéger leur population de ce tourisme sale. Oui. Voilà, donc on va pas se nier. Et d'ailleurs qui est pratiqué par des hommes politiques, par des... Oui, pas seulement, et par quelques traces. Mais ça c'est pas le but. Maintenant je vais expliquer. En fait, je peux finir parce que c'est important, j'explique le propos. Ils ont délocalisé de France au Maroc, pour faire simple. Non, c'est plus compliqué que ça, mais bon, parce que c'est massif, il y a les Allemands, bref. Pour revenir à nos moutons. Mais moi, je suis pas d'accord. Attends, juste je finis mon propos. Donc, il y a tourisme et tourisme. La France est la première destination mondiale de tourisme, 75 millions de touristes. Est-ce qu'ils ont des Est-ce qu'ils ont des problèmes par rapport au tourisme? Non, ça rapporte énormément, c'est une manne financière. Les pays d'Afrique du Nord ont des monnaies qui ne valent rien. Ce ne sont pas des monnaies de référence. Les monnaies de référence, c'est ce qu'on appelle donc les fameuses devises. Quand le touriste arrive, il dépose à l'entrée de la frontière des devises qui nourrissent l'État. Absolument. Et la population, grâce au tourisme, peut travailler pour vendre des souvenirs et autres. Donc ça, c'est positif. Le système hôtelier, il y a toute une industrie, on parlait d'industrie tout à l'heure. L'Algérie n'a pas une culture du tourisme de masse, c'est vrai, elle cherche un tourisme de qualité. Donc ça, c'est une bonne chose, on l'avait à Dubaï un temps, et il faut aller dans cette direction-là. Par contre, il ne faut pas dire qu'elle n'a pas besoin, c'est pas vrai. Le but de Tebboune et des Algériens, quand on réfléchit un peu, c'est la diversification de l'économie. Si on se base sur la rente pétrolière et gazière, on est mort. Aujourd'hui, un des éléments de diversification est le tourisme, pour deux raisons. Parce que nous avons à peu près 6 millions de la population qui est en dehors des frontières, ça fait 20% de la population, 6 millions de personnes qui ont vocation à faire du tourisme en Algérie, donc c'est naturel, et nous avons des gens qui veulent découvrir la Méditerranée, qui est, et je le rappelle pour finir mon propos, la plus belle place touristique mondiale parce qu'il fait bon toute l'année. C'est ça qu'il faut retenir. Donc les gens ont le droit de connaître ce paradis. Nasser Al-Haji n'était pas d'accord avec quoi d'ailleurs? Non, mais quand tu dis que le tourisme sexuel qu'il peut y avoir au Maroc, faut arrêter. Comment ça, faut arrêter? Non, mais faut arrêter. On peut pas tenir ce propos-là. Mais pourquoi on peut pas le tenir? C'est la vérité. Mais non, c'est pas possible. On peut pas dire ça. C'est pas vrai. Mais c'est minime. On peut pas dire que c'est la base. C'est minime, c'est dégueulasse. Mais c'est dans tous les pays. Tu vas en Tunisie, au Maroc, c'est pareil. C'est pas dire que c'est un pays qui est réputé pour faut arrêter d'avoir cette image du Maroc. Faut arrêter d'avoir cette image du Maroc. C'est pas vrai. Il faut faire très attention à ce tourisme. C'est important ce que disait Gamal, parce qu'effectivement, il y a le tourisme, il y a le tourisme qui s'oriente dans un sens constructif, en fait, qui s'oriente véritablement dans le sens de l'essor de l'économie de la nation, etc., etc. Mais le tourisme sale, effectivement, il est lié, et vous savez très bien, dans les années 60, même après. Appelons un chat, c'est ce qu'on appelle l'impérialisme, c'est ce qu'on appelle l'esprit de colon, c'est ce qu'on appelle les bourgeoisies comme Prador, c'est ce qu'on appelle les États inféodés aux pays impérialistes, et le tourisme sale y est lié. Il n'y a pas que la Thaïlande en fait. Et vous savez très bien que dans les pays d'Afrique, dans tous les pays africains, ça a toujours existé, même au Maroc inclus. Donc à un moment, et là on tape vraiment dans l'essence du débat, qui est important. C'est-à-dire que l'impérialisme dominant et domine toujours, même actuellement. Alors effectivement, s'il y a un développement du tourisme en Algérie, mais qui prend un aspect véritablement constructif. Tout à l'heure, on parlait des jeunes des banlieues, de les aider pour revenir vers leur terre d'origine financièrement parlant, et que ça développe des éléments importants comme ça, oui. Mais effectivement, mais développer un tourisme sale qui va remplir les caisses des différents pays impérialistes, non. Et je pense pas que nos frères africains le veuillent. Sur ce point-là, je ne me suis pas exprimé. On ne peut pas coller l'image de tourisme sexuel au Maroc. Et on peut pas nier, on peut pas nier. Excuse-moi, quand on écoute dans sa voiture, quand on écoute dans sa voiture et on prend une phrase, voilà ce qu'on retient. Ce n'est pas le cas. Le cas des pays réputés pour ça, c'est effectivement la Thaïlande ce qui ne veut pas dire. Attendez, dans une approche quantitative. Attendez. Non. Il y a plus dans un pays et moins dans l'autre, donc c'est moins bien. Parce que les règles sociales et parce que les règles de la distance, parce que les règles de relation sont différentes. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas y exister au Maroc et en Tunisie, et peut-être demain en Algérie, ce mauvais côté du tourisme. Mais on ne peut pas le coller. Et en Afrique d'ailleurs. Voilà. Et pour en terminer... On ne le colle pas. Excusez-moi. Il ne s'agit pas de le coller, mais il ne s'agit pas de le nier non plus. Non, je ne nie pas, mais je dis que ce n'est pas... À la marche, voilà. Deuxième chose, il est, je dirais pas majorité, mais il est massif
dans les pays du sud-est asiatique. Il y a une raison très évidente pour ça. Voilà. Et il n'est pas massif au Maghreb. Vous savez pourquoi il n'est pas massif au Maghreb? On peut le dire. C'est parce qu'il y a une chape religieuse qui préserve la population, malgré tout. Alors, ça existe à la marge. Et c'est pour ça que ça choque les gens. C'est parce que dans un pays musulman, ça ne devrait pas arriver. Et tout à fait. Et pour terminer sur cette question. N'importe quel pays qui soit musulman. Oui, d'abord, il a raison. C'est parce que c'est corsé. Arrêtez avec l'aspect religieux, ça ne tient pas debout, ça. C'est la morale. Ça tient même votre morale, elle est bizarre, votre morale. C'est quand ça vous arrange, arrêtez ça. Arrêtez. Alors, on va voir. Pourquoi les gens se marient plus dans ces pays musulmans qu'en Occident? Oui, pourquoi ils divorcent plus alors? Parce qu'ils se marient, mais ça divorce. Justement, c'est la réponse à ta question. C'est la réponse à ta question. Ils se marient d'abord. Tiens, petite parenthèse, Tarek. Je termine là. Al-Bayat, c'est fini pour les examens d'Arabie Saoudite, ça y est. Interdit. Oui. Le Al-Bayat, c'est terminé. Non, attendez, elle n'est pas terminée. Il ne faut pas prendre des bouts de apparemment, phrase. c'est interdit pour les salles d'examen. Je peux en placer une. Elle n'est plus obligatoire. Moi j'ai vu interdit. Non, elle n'est pas interdite. Aujourd'hui, si vous voulez, dans tous ces pays, il y a un grand débat. Il y a deux mots en arabe qu'il faut savoir traduire en français. C'est al-asala. L'authenticité classique, morale, tout ce que vous voulez, et la modernité. Et la bataille dans le monde musulman, depuis un siècle, tourne autour de ces deux mots. Qu'est-ce qu'on peut garder d'authentique et qu'est-ce qu'on peut prendre de la modernité? Je termine par le tourisme. Oui. Le tourisme, en un mot, pour certains pays, c'est une manne financière. Pour d'autres pays, c'est une façade. Pour la France, c'est une manne financière. Parce que quand on vient en France, on va trouver toute cette production de luxe. En Italie d'ailleurs aussi. Et donc, on vient aussi pour ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas confondre le tourisme et le terrain de jeu pour les impérialistes. Oui, on est d'accord. En gros, c'est ça. Toi, tu parles pas beaucoup, mais tu parles bien, mon Dieu. C'est la CGT qui parle. Voilà. Germien qui nous appelle au téléphone 01 40 33 9000. C'est ça, c'est Germien, hein? Germien, bonsoir. Bonsoir, vous nous appelez d'Aulnay-sous-Bois, on vous écoute, ma Germien. C'est ça. Écoutez, moi je suis mitigée en fait. Effectivement, on peut ouvrir le tourisme en Algérie, mais dans 10 ans, dans 20 ans, il y aura peut-être des choses néfastes pour l'Algérie. Et d'un autre côté, effectivement, elle en a besoin, mais si on pouvait le faire intelligemment, c'est-à-dire pas des gros tours opérateurs, pas de la publicité, en veux-tu, en voilà. Juste, je prends un exemple, c'est incroyable, votre sujet. J'ai un membre de ma famille qui a pris l'avion, là, à 15h, direction Alger, Taman Rasset, pour un trek d'une semaine. Mais l'agence, elle n'existe pas, c'est de bouche à oreille. Vous voyez, sur un site, sur Snap, sur WhatsApp. Et c'est ça, en fait, qu'il faudrait développer, parce qu'effectivement, c'est les vrais Algériens qui vont en profiter. C'est pas les tours opérateurs comme Fram, comme vous voyez les grands tours opérateurs. Qui s'en mettent plein les poches. Tout simplement. Bah écoutez, oui, c'est tout. Germien, ok, bah très bien, c'est bien entendu. Merci beaucoup pour votre. J'espère qu'il passera en tout cas un bonne semaine et qu'il vous ramènera plein d'images magnifiques. Pays, dans un endroit qu'il connaît pas, je le souhaite à tout le monde. Moi, la première, Inch'Allah. Bon, la prochaine fois, vous m'emmenez dans vos valises. Merci beaucoup, Germien. Et bonne fête de fin d'année, hein, quand même. Faut pas oublier. Alors, bon, dans un instant, on va parler d'autre chose, si vous voulez bien, parce que quand on parle d'Algérie, ça y est, tout de suite. Ah, non, regardez. Voilà. Algérie, 1, 2, 3. Ah oui, ça par contre, ça appartient qu'à l'Algérie. Ça, on peut pas y échapper. On est les seuls à avoir un anime comme ça. Je demande de rire si c'est un Marocain qui. Ah non, attention, monsieur Nasser. Bon, dans un instant, on va parler de l'idée de sénateurs là, qui veulent amender la loi de 1905 pour préserver les traditions. Parce qu'il y a eu des problèmes au niveau des crèches de Noël, vous savez, ces fameuses crèches de Noël qu'on met notamment dans les mairies, etc. Les villes de Perpignan et de Béziers, comme par hasard, eh bien, ont été interdites par la justice. Sauf qu'il y a quand même un avis du Conseil d'État que je vous lirai aussi. On en parle dans un instant. Et avant que nous parlions aussi et revenions sur les termes des médias, qu'est-ce qui sont agaçants? Fusillade, tuerie, alors qu'il y a tout d'un attentat terroriste là-dedans. On en reparle dans un instant. À tout de suite. N'oubliez pas, après la pub sur France Média.